Il existe un métal qui ne rouille pas, ne vieillit pas et ne disparaît jamais. Il attend, tout simplement. Il attend dans l'eau, dans l'air et même dans nos foyers. Et si je vous disais que ce métal a aidé l'humanité pendant des siècles à extraire l'or, soigner les dents et mesurer la température, tout en rendant lentement les gens fous et en décimant des villes entières. Le mercure, cet argent liquide, à l'apparence presque magique, cache l'un des secrets les plus dangereux de la chimie. On ne peut pas le détruire, on ne peut que le cacher. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez où l'humanité enfouit aujourd'hui le mercure pour toujours, et pourquoi une seule erreur pourrait le ramener dans nos vies. L'histoire du mercure ne commence pas avec des gouttelettes brillantes, mais avec un minéral rouge vif, le cinabre. Pendant des millénaires, les hommes ont utilisé le cinabre comme pigment. Les anciens Chinois et Romains en tiraient une peinture appelée vermillon, dont ils ornaient temples et statues. Toutefois, l'extraction du cinabre s'accompagnait toujours de tragédies. Les ouvriers des mines souffraient de tremblements inexplicables, de délires et de morts prématurées. Le procédé d'obtention du mercure pur à partir du cinabre est assez simple. Le minéral est broyé puis chauffé dans des fours spéciaux. À une température de 357 degrés Celsius, le mercure s'évapore, puis se condense sous forme de lourdes gouttelettes argentées. Cette simplicité d'obtention a fait du mercure une matière première accessible, mais extrêmement dangereuse. L'une des utilisations les plus massives du mercure dans l'histoire fut l'extraction de l'or et de l'argent. Le mercure possède une capacité unique, il mouille instantanément les autres métaux, les dissolvant en lui-même et créant des alliages appelés amalgames. À l'époque des ruées vers l'or, les chercheurs mélangèrent le minerai broyé avec du mercure. Le mercure, tel un aimant, extrayait les plus infimes particules d'or de la roche, formant une pâte épaisse. Pour obtenir de l'or pur, on chauffait simplement l'amalgame à feu ouvert. Le mercure s'évaporait directement dans l'air respiré par les hommes, et au fond restait l'or pur. Cette méthode, connue sous le nom d'amalgamation, a conduit à une pollution effroyable des rivières et des sols à travers le monde. Même aujourd'hui, dans la jungle amazonienne, des chercheurs d'or clandestins utilisent des tonnes de mercure, empoisonnant les écosystèmes pour des décennies à venir. Pendant longtemps, le mercure a été considéré comme irremplaçable dans la science et la vie quotidienne. Dans les thermomètres, le mercure se dilate uniformément lors du chauffage, ce qui en faisait un fluide idéal pour des instruments de mesure précis. Les interrupteurs au mercure fonctionnaient sans défaillance pendant des décennies, car le mercure liquide conduit parfaitement l'électricité et ne s'use pas. Les amalgames dentaires, mélange d'argent et de mercure, ont été la norme en dentisterie pendant plus d'un siècle en raison de leur résistance extraordinaire. Mais il y avait aussi un côté sombre. Au XIXe siècle, le mercure servait au traitement des fourrures pour la fabrication de chapeaux en feutre. Les artisans inhalaient constamment des vapeurs de mercure, ce qui attaquait leur système nerveux. C'est de là que vient l'expression « fou comme un chapelier », immortalisée par Lewis Carroll dans « Alice au pays des merveilles ». Les symptômes de l'intoxication, confusion mentale, perte de mémoire et tremblement sont devenus une maladie professionnelle de branches entières. La principale perfidie du mercure réside dans sa capacité à s'accumuler dans les organismes vivants. Lorsque le mercure pénètre dans l'eau, des bactéries le transforment en méthylmercure, une forme organique extrêmement toxique. Celui-ci s'accumule dans le plancton, puis dans les petits poissons, et enfin dans les grands prédateurs comme le thon ou le requin. L'être humain qui consomme ces poissons reçoit une dose massive de toxines. L'exemple le plus terrible reste la tragédie de la ville japonaise de Minamata dans les années 1950,
où une usine chimique déversait du mercure dans la baie. Des milliers de personnes sont mortes ou sont restées handicapées à cause de lésions cérébrales. Cet événement a donné son nom à la maladie de Minamata et a poussé le monde à envisager l'interdiction de ce métal. Aujourd'hui, la convention de Minamata, signée par plus de 140 pays, est en vigueur. Elle interdit la fabrication et l'exportation de thermomètres à mercure, d'appareils de mesure de la pression, de la plupart des types de lampes fluorescentes et l'utilisation du mercure dans de nombreux processus industriels. Si un thermomètre à mercure se brise chez vous, c'est une petite catastrophe écologique à l'échelle d'une pièce. Le mercure se disperse en une myriade de minuscules billes qui roulent sous les plinthes et s'enfoncent dans les fibres des tapis. À 20 degrés, elles commencent à s'évaporer activement. Une seule petite bille de mercure peut contaminer l'air d'un espace clos pendant des mois. Les vapeurs de mercure n'ont ni odeur ni goût, ce qui en fait un tueur invisible. Comme on ne peut ni brûler ni dissoudre complètement le mercure, car c'est un élément chimique indestructible, la seule solution consiste à l'extraire totalement et à le confiner. Tout commence dans des usines spécialisées, où arrivent des millions de lampes fluorescentes usagées, de vieux appareils médicaux et des capteurs industriels. La première étape consiste en un broyage mécanique. Les lampes, par exemple, sont introduites dans un broyeur hermétique qui transforme le verre, les culots en aluminium et le revêtement de mercure en fines particules. Ce mélange ressemble à des déchets ordinaires, mais il est extrêmement toxique. Chaque tonne contient plusieurs kilogrammes de mercure. D'ailleurs, le mercure est incroyablement lourd. Une bouteille d'1 litre de mercure pèse plus de 13 kilogrammes. Si vous tentiez de soulever un seau de mercure, vous soulèveriez 136 kg, l'équivalent de 2 hommes adultes. Vient ensuite le procédé principal, la désorption thermique sous vide. Ce mélange est chargé dans d'immenses fours réacteurs en acier. La particularité réside justement dans le vide. En évacuant l'air, on abaisse la température d'ébullition du mercure. Les fours chauffent le mélange entre 300 et 400 degrés. Dans ces conditions, le mercure s'évapore intensément, se séparant des débris de verre et de métal. Le système sous vide aspire ces vapeurs toxiques, ne leur laissant aucune chance de s'échapper vers l'air de l'atelier. Le gaz mercuriel passe ensuite dans le système de condensation. Il s'agit de longs serpentins refroidis à basse température. Dès que la vapeur brûlante entre en contact avec les parois froides, elle redevient métal liquide. Des gouttelettes argentées s'écoulent dans des réservoirs spéciaux. Ce qui en ressort est du mercure recyclé pur. Toutefois, le monde renonçant progressivement à son utilisation, ce métal ne retourne plus dans les usines. L'ultime étape consiste en un emprisonnement éternel. On mélange le mercure liquide à des réactifs spécifiques, comme le soufre, pour le transformer en un composé solide et stable. Le sulfure de mercure, qui ne s'évapore pas et ne se dissout pas dans l'eau. Cette substance est scellée dans des conteneurs en acier à parois épaisses, recouverts d'une couche anti-corrosion. Ces conteneurs sont acheminés vers des sites de stockage souterrains, situés à plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans d'anciennes mines de sel abandonnées ou des massifs granitiques. Là, dans une sécheresse absolue et sous surveillance électronique permanente, le mercure est conservé durant des décennies. C'est le seul moyen de garantir que cet argent liquide ne rejoindra jamais les nappes phréatiques et ne reviendra pas jusqu'à nous par le biais du poisson ou de l'eau potable. L'élimination est coûteuse et complexe, mais c'est le prix que l'humanité paie pour la sécurité des générations futures. Imaginez 2 frères jumeaux, si semblables qu'il est impossible de les distinguer à l'œil nu. Toujours ensemble, nés au même instant,
Ils vivent côte à côte depuis des milliards d'années. Mais voici le paradoxe. L'un sauve le monde en fournissant de l'énergie à des millions de personnes, tandis que l'autre peut tout détruire s'il se retrouve au mauvais endroit. Faites connaissance avec le zirconium et le hafnium, le couple le plus étrange du tableau périodique, qui régit les réacteurs nucléaires, tout en donnant aux ingénieurs des maux de tête à en pleurer. Ces deux métaux se ressemblent tellement d'un point de vue chimique qu'ils ont été découverts séparément à 150 ans d'intervalle, sans que personne ne soupçonne qu'il s'agissait d'éléments distincts. Le zirconium a été identifié en 1789 et le hafnium seulement en 1923. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ensemble. Dans la nature, il n'existe aucun gisement de zirconium pur. Il contient toujours entre 1 et 5% de hafnium. Ils sont comme le yin et le yang, version métallique et potentiellement radioactive si l'on ne s'y prend pas correctement. Et voici le plus fascinant. Ces frères jumeaux possèdent des propriétés nucléaires diamétralement opposées. Le zirconium est presque transparent aux neutrons. Il le traverse comme s'il n'existait pas. Le hafnium, lui, capture avidement chaque neutron qui passe à sa portée. Et ce n'est pas une petite différence. Le hafnium absorbe les neutrons 600 fois mieux que le zirconium. 600! C'est comme comparer du papier et un mur de béton pour arrêter une balle. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un réacteur nucléaire, c'est une réaction en chaîne contrôlée. Les atomes d'uranium se désintègrent, libèrent des neutrons. Ces neutrons percutent d'autres atomes d'uranium qui se désintègrent à leur tour, et ainsi de suite. Pour que le réacteur fonctionne de manière stable, il faut contrôler précisément le nombre de neutrons. Trop de neutrons, le réacteur surchauffe, et c'est l'accident. Pas assez, la réaction s'éteint, et plus d'énergie. C'est là qu'intervient le zirconium. Les barres de combustible dans le réacteur sont de longs tubes remplis de pastilles de dioxyde d'uranium. Ces tubes doivent être fabriqués dans un matériau qui ne gêne pas la circulation des neutrons et ne freine pas la réaction. Le zirconium est idéal. Il est transparent aux neutrons, résistant aux températures élevées, insensible à la corrosion dans l'eau sous pression et à la radiation. Aucun autre métal ne convient aussi bien. Mais voilà le problème. S'il reste ne serait-ce qu'un peu de hafnium dans le zirconium, ce hafnium va dévorer les neutrons. La réaction ralentira ou s'arrêtera complètement. Imaginez que vous construisez un réacteur à plusieurs milliards de dollars. Vous chargez le combustible, vous le démarrez. Et rien ne se passe parce qu'il y avait du hafnium dans le métal des tubes. Le cauchemar de tout ingénieur. C'est pourquoi l'industrie nucléaire a besoin de zirconium, contenant moins de 100 parties par million de hafnium. Cela signifie qu'il faut retirer 99,99% du hafnium de chaque kilogramme de mélange naturel. Et c'est là que commence le véritable enfer, car les séparer est quasiment impossible. Pourquoi est-ce si compliqué? Parce que ces métaux sont de vrais jumeaux chimiques. Ils ont la même valence, des atomes de taille comparable, des propriétés chimiques presque identiques. Toutes les méthodes classiques de séparation des métaux sont inefficaces. On ne peut pas faire fondre le mélange et les séparer selon leur point de fusion. Ils fondent presque à l'identique. Impossible de les dissoudre et d'en précipiter un en laissant l'autre. Ils précipitent ensemble. C'est comme essayer de séparer des jumeaux qui feraient toujours exactement la même chose. Un peu comme dans un roman de Stephen King, non? La seule méthode efficace reste l'extraction par solvant, répétée inlassablement. On prend une solution aqueuse de sel de zirconium et d'hafnium, on ajoute un solvant organique spécifique qui dissout légèrement mieux l'un des deux sels. On agite vigoureusement le mélange, puis on laisse décanter. Le hafnium migre un peu plus vers la phase organique. Un peu. Le mot est important.
À chaque cycle, la différence ne dépasse que quelques pourcents. Il faut donc répéter le processus des centaines et des milliers de fois. C'est ce qu'on appelle l'extraction en cascade. Imaginez une usine gigantesque avec des milliers de cuves, où les solutions sont pompées de l'une à l'autre, passant par d'interminables cycles de mélange et de séparation. Le processus prend des semaines ou des mois. Et tout cela pour obtenir du zirconium d'une pureté suffisante pour un réacteur. Il existe une autre méthode, la chromatographie par échange d'ions. La solution de Cels est passée à travers une colonne remplie d'une résine spéciale. Le hafnium adhère un peu plus fortement à la résine que le zirconium. Il se déplace donc plus lentement. Après avoir traversé des dizaines de mètres de colonne, ils finissent par se séparer. Mais là encore, le processus est lent, coûteux, énergivore. Voyons maintenant ce qu'on fait du zirconium pur. On le transforme en un alliage appelé zircaloy, du zirconium avec de petites quantités d'étain, de fer et de chrome. Cet alliage sert à fabriquer les tubes pour les crayons combustibles. Ces tubes doivent être parfaitement droits, sans le moindre défaut, avec une paroi de moins d'1 millimètre d'épaisseur et jusqu'à 4 mètres de longueur. La production de tels tubes relève d'un art à part entière. Le zirconium devient très réactif à haute température. Il capte l'oxygène, l'azote et l'hydrogène présents dans l'air, ce qui le rend cassant. Toutes les opérations doivent donc se dérouler sous vide ou en atmosphère inerte. Les lingots de zirconium sont chauffés à 1000 degrés Celsius, puis pressés ou laminés pour former des ébauches. Ces ébauches sont ensuite étirées à travers des filières à de multiples reprises, réduisant progressivement le diamètre et l'épaisseur de la paroi. Les tubes finis sont soumis à un contrôle qualité rigoureux. Ils sont radiographiés aux rayons X et aux ultrasons pour détecter les micro-fissures. La composition chimique est vérifiée par analyse spectrale. Leur résistance mécanique et leur tenue à la corrosion sont testées. Un seul tube défectueux dans un réacteur pourrait entraîner une fuite de combustible radioactif. Le contrôle est donc absolu. Et qu'en est-il du hafnium séparé? Lui aussi a de la valeur, mais pour des raisons opposées. C'est justement parce que le hafnium absorbe les neutrons qu'il se révèle utile pour les barres de contrôle des réacteurs. Ce sont ces barres qu'on abaisse dans le cœur pour ralentir ou arrêter la réaction. Lorsqu'il faut réduire la puissance du réacteur, les barres de hafnium s'enfoncent à l'intérieur et commencent à capturer les neutrons, freinant ainsi la réaction en chaîne. Le hafnium est également utilisé dans la technique spatiale et les avions supersoniques. Il résiste à des températures extrêmes, au-delà de 2200 degrés Celsius. On en fabrique des tuyères de moteurs fusées, des boucliers thermiques, des pièces qui fonctionnent dans l'enfer des températures et des pressions. Mais ce ne sont là que des applications de niche. La demande principale pour le hafnium vient précisément de l'énergie nucléaire. Fait intéressant, le hafnium doit son nom à Copenhague, ville où il fut découvert. Quant au zirconium, il tire le sien du minéral zircon, dont on l'a extrait pour la première fois. Le zircon, soit dit en passant, est une pierre magnifique utilisée en joaillerie, comme alternative économique au diamant. Mais il s'agit d'un matériau tout à fait différent, un silicate de zirconium, et non le métal pur. Dans le monde, seules quelques usines sont capables de produire du zirconium nucléaire. Le processus est si complexe et coûteux que tous les pays ne peuvent se le permettre. Les principaux producteurs sont la France, les États-Unis et la Chine. 1 kilogramme de zirconium nucléaire coûte des dizaines de fois plus cher que l'acier ordinaire. Mais pour l'industrie nucléaire, il n'existe aucune alternative. Un réacteur énergétique moderne contient environ 100 tonnes d'alliage de zirconium dans les barres de combustible. Ces barres fonctionnent dans des conditions extrêmes. Une eau sous pression à près de 320 degrés Celsius, un bombardement neutronique intense, un environnement corrosif. Et le zirconium résiste à tout cela pendant des années, protégeant le combustible et permettant au réacteur de fonctionner en toute sécurité. Sans le zirconium, il n'y aurait pas d'énergie nucléaire moderne.
Les premiers réacteurs utilisaient d'autres matériaux, magnésium, aluminium, acier inoxydable. Mais tous absorbaient trop de neutrons, réduisant l'efficacité ou ne supportaient pas les conditions d'exploitation. Le zirconium a résolu ce problème et a rendu possible la construction de réacteurs efficaces et sûrs. Il existe un autre domaine où le zirconium est irremplaçable, la médecine. Les implants en zirconium pour la dentisterie et l'orthopédie sont biocompatibles, résistants et ne provoquent aucune allergie. Articulations artificielles, couronnes dentaires, plaques pour os, nombre d'entre eux sont fabriqués en zirconium ou en oxyde de zirconium. Mais le zirconium médical ne nécessite pas une purification aussi poussée du hafnium, car les propriétés nucléaires n'y ont aucune importance. L'avenir du zirconium est lié au développement de l'énergie nucléaire. Les nouvelles générations de réacteurs exigent des matériaux encore meilleurs, plus résistants aux températures élevées, à l'irradiation, à la corrosion. De nouveaux alliages à base de zirconium sont développés, avec ajout de niobium, de molybdène et d'autres éléments. Des revêtements sont testés, qui protègent davantage les tubes de l'oxydation en cas d'accident. Quant au hafnium, il trouve de nouvelles applications dans la microélectronique. L'oxyde de hafnium est utilisé comme diélectrique dans les transistors des processeurs modernes. Il permet de réduire la taille des transistors sans perte de performance. Ainsi, les deux frères ont trouvé leur place dans les technologies qui font avancer la civilisation. Chaque année, l'humanité extrait plus de 300 000 tonnes d'étain, un métal qui a transformé l'histoire aussi profondément que l'électricité ou Internet. Imaginez, quelques grammes de ce métal à l'intérieur de votre téléphone maintiennent ensemble des milliers de contacts microscopiques. Et maintenant, imaginez que sans l'étain, l'âge du bronze n'aurait jamais existé. Mais il y a un secret que l'industrie dissimule soigneusement. Ne manquez pas la suite, vous découvrirez un fait sur l'étain qui bouleversera votre vision de l'électronique moderne. L'étain n'est pas qu'un simple effet de mode. C'est un métal à l'histoire millénaire, profondément ancré dans le temps. Sa découverte fut une véritable révolution qui modifia à jamais le cours de la civilisation humaine, inaugurant ce que l'on nomme l'âge du bronze. Imaginez, les anciens artisans avaient appris à extraire le cuivre et à en fabriquer des outils. Mais le cuivre était trop tendre. Et voilà que, par hasard ou par expérimentation, ils découvrirent qu'en ajoutant au cuivre fondu un peu d'un autre métal alors inconnu, l'étain, l'alliage devenait incroyablement résistant, dur, plus facile à couler et gardait bien mieux son tranchant. Ce métal, c'était l'étain. L'alliage de cuivre et d'étain prit le nom de bronze. Épée, bouclier, outils, parures en bronze. Tout cela devint soudain accessible, conférant aux civilisations anciennes un avantage considérable. Ce fut un véritable bond technologique qui transforma la guerre, l'agriculture et les arts. L'étain devint si précieux qu'on se battit pour ses gisements, et les routes commerciales menant aux mines d'étain, comme celle de Cornouailles en Grande-Bretagne, revêtaient une importance capitale. Au fil des siècles, l'étain conserva sa valeur. On l'utilisa comme revêtement protecteur contre la corrosion. Le fer blanc, cette fine feuille d'acier étamé dont on fit les boîtes de conserve, en est l'exemple parfait. Il servit aussi à fabriquer des soudures tendres pour assembler les métaux, à produire des miroirs et même à créer des tuyaux d'orgue et des pièces de monnaie. Mais sa véritable renaissance survint au XXe siècle, avec l'avènement de l'électronique. Plus de 50% de la consommation mondiale d'étain revient désormais à ce secteur.
Les soudures. Voilà son rôle principal. Votre ordinateur, votre smartphone, votre télévision. À l'intérieur, des milliers de composants électriques sont reliés entre eux. Ces connexions sont réalisées grâce à la soudure, le plus souvent un alliage d'étain et d'autres métaux. Par exemple, du plomb autrefois, aujourd'hui principalement du cuivre, de l'argent ou du nickel. L'étain convient parfaitement aux soudures, car il possède un point de fusion relativement bas, ce qui permet de le fondre facilement et de former des connexions sans endommager les composants électroniques sensibles. De plus, l'étain mouille les métaux, c'est-à-dire qu'il s'étale aisément sur la surface en créant une liaison électrique et mécanique solide. Il offre également une bonne conductivité électrique et résiste à la corrosion. L'électronique moderne utilise ce que l'on appelle des soudures sans plomb, ce qui constitue une avancée majeure pour l'environnement. L'étain est le composant principal de ces alliages. Sans connexion soudée fiable, toute l'architecture complexe des circuits intégrés s'effondrerait tout simplement, et votre appareil ne serait plus qu'un amas de composants inutiles. L'étain sert à recouvrir d'autres métaux, notamment le cuivre, sur les circuits imprimés. Cela protège les pistes de cuivre de l'oxydation et facilite le processus de soudure. On l'utilise également pour revêtir les connecteurs, ce qui améliore leur conductivité électrique et leur résistance à la corrosion. L'étain n'est pas un élément très abondant dans la croûte terrestre. Son principal minéral est la cassitérite, c'est-à-dire l'oxyde d'étain. C'est un minéral assez dense, que l'on trouve souvent dans des gisements alluvionnaires, ce qui signifie qu'il peut être extrait des sédiments fluviaux ou d'anciens rivages marins. Plus de 70% de la production mondiale d'étain est concentrée dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud: la Chine, l'Indonésie, le Myanmar et le Pérou. Cela rend le marché de l'étain particulièrement sensible aux événements politiques et économiques dans ces régions. L'extraction de l'étain commence par la phase d'exploration. Les géologues, armés de technologies modernes, mènent des études, des forages et des analyses d'échantillons de sol et de roches afin de localiser les gisements où la concentration de cassitérite est suffisamment élevée pour permettre une exploitation économiquement rentable. Une fois le gisement identifié, son exploitation débute et peut emprunter 2 voies principales selon le type de gisement. La première, et la plus courante, consiste à extraire l'étain des gisements alluviaux. Imaginez, pendant des millions d'années, la cassitérite, arrachée aux roches-mères par l'eau et l'érosion, s'est accumulée dans les lits des rivières, au fond des lacs ou sur d'anciennes berges marines. Il se déposait comme du sable sous forme de placers. L'extraction de ces gisements est souvent moins complexe que celle des mines souterraines. On y utilise d'immenses dragues, de véritables usines flottantes qui aspirent des tonnes de terre et de gravier au fond des cours d'eau. Ou encore des monitors hydrauliques, de puissants jets d'eau sous haute pression qui lessivent les sols des berges ou des flancs de collines contenant de la cassitérite. La masse de roches ainsi délayée passe ensuite par un enrichissement primaire, où des méthodes gravitationnelles, exploitant la différence de densité, séparent la cassitérite de la gangue plus légère. C'est l'équivalent industriel de l'orpaillage, mais à une échelle gigantesque. La seconde méthode consiste à extraire le minerai de gisement primaire, où la cassitérite se trouve directement dans la roche dure. On y exploite alors des mines souterraines traditionnelles, comme pour l'extraction d'autres métaux. Les mineurs forent des tunnels et des trous de mine dans la roche, utilisent des explosifs pour fragmenter le filon, puis des chargeuses récupèrent le minerai et le remontent en surface. Cette extraction est plus coûteuse et complexe, nécessitant un équipement puissant
et le respect de protocoles de sécurité rigoureux. Après l'extraction, le minerai, quelle que soit son origine, est acheminé vers l'usine de traitement. Il y est d'abord concassé, puis broyé en une poudre très fine dans des broyeurs, afin de libérer les cristaux de cassitérite de la roche environnante. Différentes méthodes d'enrichissement sont ensuite appliquées. La première méthode est la séparation par gravité. La cassitérite étant un minéral relativement dense, on la sépare des minéraux plus légers à l'aide d'eau. Cette opération peut s'effectuer sur des cribles vibrants, des tables à secousses ou des séparateurs en spirale. La deuxième méthode est la flottation. Pour enrichir davantage le minerai ou séparer la cassitérite d'autres minéraux, on utilise parfois la flottation. La cassitérite adhère sélectivement aux bulles d'air et remonte à la surface sous forme de mousse. Au terme de tous ces procédés, on obtient un concentré d'étain contenant plus de 50% de cassitérite, voire davantage. Ce concentré est ensuite acheminé vers une usine métallurgique pour produire de l'étain métallique pur. Là, le concentré, qui est un oxyde d'étain, est mélangé avec du charbon, qui joue le rôle de réducteur, et des fondants. Les fondants sont des substances qui facilitent la séparation des impuretés. Ce mélange est chauffé dans des fours spéciaux à des températures élevées, généralement autour de 1300 degrés Celsius. À ces températures, le carbone capte l'oxygène de l'oxyde d'étain, libérant ainsi l'étain métallique pur, qui fond et s'écoule au fond du four. Le plomb brut fondu obtenu contient encore des impuretés d'autres métaux. Il passe donc par une étape cruciale supplémentaire, le raffinage. Il peut s'agir d'une purification thermique, où le plomb est chauffé à des températures précises pour que les autres métaux se séparent ou remontent à la surface. Ou plus fréquemment, d'un raffinage électrolytique qui permet d'atteindre une très haute pureté de l'étain. Une haute pureté, c'est-à-dire quasiment 100% dans ce cas, vous imaginez ? Cela s'avère absolument essentiel, en particulier pour l'industrie électronique, où les moindres impuretés peuvent affecter la conductivité électrique et la fiabilité des composants. Et si je vous disais qu'il existe un métal si léger qu'il semble faux, mais suffisamment résistant pour soutenir le fuselage d'un avion, et que ce métal peut être extrait simplement de l'eau de mer? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est précisément ici que commence le mystère du magnésium, un matériau qui transforme discrètement l'aviation, les gadgets et même la médecine. Et le plus fascinant, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un fait sur ce métal qui bouleversera votre perception de l'industrie moderne. Alors, attachez vos ceintures. Nous plongeons dans un univers où la légèreté peut surpasser l'acier. Le magnésium est si léger qu'il semble irréel, mais il est en même temps aussi résistant que l'acier et possède des propriétés uniques. Il construit déjà notre avenir, le rendant plus léger, plus rapide et plus efficace. Le magnésium, 12e élément du tableau périodique, appartient aux métaux alcalino-terreux, tout en demeurant l'un des matériaux structurels les plus légers disponibles pour l'industrie. Son faible numéro atomique ne témoigne nullement de capacités modestes. Le magnésium allie faible densité, résistance suffisante et remarquable aptitude à former des alliages légers et rigides. La comparaison avec d'autres métaux s'avère particulièrement frappante. Il est environ un tiers plus léger que l'aluminium, ce qui le rend attractif pour toute construction, où l'économie de poids revêt une importance critique. Si on le compare au titane, la différence atteint près de 60%, ce qui démontre le potentiel du magnésium dans les applications aérospatiales et de transport, domaine traditionnellement dominé par le titane.
Et enfin, le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, tout en offrant, grâce à ses alliages, une résistance suffisante pour de nombreuses applications techniques. C'est précisément cette combinaison de propriétés qui fait du magnésium un métal d'avenir prometteur dans de nombreux secteurs. Imaginez un peu, vous pouvez créer une pièce aussi résistante que l'aluminium, mais pesant 3 fois moins. Ce n'est pas simplement extraordinaire, c'est une véritable révolution pour de nombreux domaines. Il présente une couleur blanc argenté, s'oxyde facilement à l'air, en formant une pellicule protectrice, et, fait intéressant, peut brûler avec une flamme d'un blanc éblouissant. Une propriété autrefois exploitée dans les anciens flashs photographiques. Le magnésium est un élément extrêmement abondant, ce qui le rend d'autant plus attractif. Il occupe le 8e rang parmi les éléments les plus répandus dans la croûte terrestre et le 3e rang parmi les éléments dissous dans l'eau de mer. Et oui, l'océan constitue une source immense de magnésium. Le magnésium peut être extrait de l'eau de mer, et cette méthode ressemble véritablement à quelque chose venu du futur. Bien que le magnésium n'y soit présent qu'à hauteur de quelques dixièmes de %, le volume même des océans le rend pratiquement inépuisable. L'eau de mer est simplement prélevée et on y ajoute de la chaux. Il se forme alors de l'hydroxyde de magnésium, qui ne se dissout pas et précipite immédiatement au fond. Ce précipité est séparé, lavé, puis mis à réagir avec de l'acide chlorhydrique afin d'obtenir du chlorure de magnésium. La solution est ensuite évaporée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un sel fondu pratiquement pur. C'est précisément ce sel fondu qui est introduit dans les électrolyseurs. Sous l'action du courant, le chlorure de magnésium se décompose. Le magnésium pur se dépose à la cathode, tandis que le chlore est extrait séparément et peut être réutilisé. Le procédé consomme énormément d'énergie, mais le résultat est un métal de très haute pureté obtenu à grande échelle. La seconde méthode est plus terrestre, car elle repose sur l'extraction de minéraux, la dolomite et la magnésite. On les extrait dans des carrières ou des mines, on les broie, puis on les envoie à la calcination. Sous l'effet de températures élevées, le dioxyde de carbone s'échappe du minerai, et il ne reste que l'oxyde de magnésium. C'est alors qu'intervient la pyrométallurgie. L'oxyde de magnésium est mélangé au ferrosilicium et chauffé à très haute température sous vide. Dans ces conditions, le magnésium commence à s'évaporer, et c'est justement sous forme de vapeur qu'on le sépare, puis qu'on le condense en métal pur. C'est une voie plus traditionnelle, mais elle reste largement utilisée grâce à un équipement relativement simple et des résultats stables. Le magnésium n'est pas seulement un métal léger, c'est un matériau d'avenir qui est déjà activement employé dans de nombreux secteurs, démontrant ses propriétés uniques. L'industrie automobile et l'aéronautique, c'est son heure de gloire, où chaque gramme compte. Plus une voiture ou un avion est léger, moins il consomme de carburant, et moins il rejette de substances nocives dans l'atmosphère. Imaginez si la carrosserie de votre véhicule n'était pas en acier, mais en alliage de magnésium. Cela rendrait le transport plus rapide, plus économique et plus écologique. Les alliages de magnésium sont utilisés pour les carters de moteur et les transmissions, où une résistance élevée est nécessaire avec un poids minimal. Les jantes légères et robustes en magnésium améliorent la maniabilité et réduisent la charge sur la suspension. Les éléments de siège et de tableau de bord deviennent plus compacts, tandis que les parties de carrosserie résistent mieux à la corrosion. Dans l'aviation et l'industrie spatiale, le magnésium est idéal pour les composants légers des avions, fusées et satellites, où chaque gramme vaut son pesant d'or, permettant d'augmenter l'autonomie des vols et la manœuvrabilité des appareils. L'électronique et les gadgets ne peuvent également plus se passer du magnésium.
Votre smartphone, votre ordinateur portable, votre tablette cherchent à devenir plus fins, plus légers et plus résistants. Et les boîtiers en alliage de magnésium conviennent parfaitement à cet objectif. Non seulement ils sont légers, mais ils dissipent également remarquablement la chaleur, garantissant ainsi un fonctionnement fiable des processeurs et des batteries même sous charge. De nombreux ordinateurs portables haut de gamme et appareils photo professionnels possèdent justement des boîtiers en magnésium, qui résistent au choc sans ajouter de poids superflu. La médecine ouvre une nouvelle ère avec le magnésium. Les scientifiques développent des implants pour traiter les fractures osseuses, qui, avec le temps, se dissolvent dans l'organisme sans laisser de traces et sans nécessité d'intervention chirurgicale supplémentaire. Il s'agit d'une véritable révolution en biomédecine, où le magnésium devient un matériau biocompatible qui stimule la cicatrisation des tissus. Les alliages et la métallurgie constituent un autre domaine où le magnésium s'avère indispensable. Il représente un élément d'alliage essentiel dans de nombreux alliages d'aluminium, et l'ajout d'une petite quantité de magnésium rend l'aluminium considérablement plus résistant et plus stable face à la corrosion. Par exemple, les alliages aluminium-magnésium sont largement utilisés dans l'industrie maritime pour les coques de navires, capables de résister à l'eau salée, ainsi que pour la fabrication de canettes de boissons à la fois légères et inoxydables. La pyrotechnie et l'éclairage exploitent la flamme blanche éclatante du magnésium. Elle brûle avec intensité, ce qui explique son utilisation dans les feux d'artifice, les fusées éclairantes et les dispositifs d'éclairage spéciaux, destinés à produire une lumière puissante. L'industrie chimique apprécie le magnésium comme agent réducteur dans la production d'autres métaux. Le titane par exemple, et comme catalyseur dans des processus chimiques complexes, accélérant les réactions sans nuire à l'environnement. Même dans les compléments alimentaires et la médecine, le magnésium joue un rôle vital. C'est un minéral essentiel pour notre organisme, participant à des centaines de réactions biochimiques, de la contraction musculaire et la transmission des impulsions nerveuses au contrôle de la glycémie et de la pression artérielle. Beaucoup de personnes prennent des suppléments de magnésium pour améliorer leur sommeil, réduire le stress, soutenir le système cardiovasculaire et maintenir leur tonus général. Ainsi, le magnésium traverse toutes les sphères de la vie moderne, des transports et gadgets à la santé, prouvant que la légèreté peut s'allier à une utilité extraordinaire. Chaque année, le monde produit plus d'1 million de tonnes de magnésium métallique. Mais seuls quelques-uns savent que la majorité de ce métal naît en un seul endroit, dans la province chinoise du Shaanxi. Là, parmi les montagnes et la fumée, des fours chauffés à 800 degrés brûlent sans cesse. Ici naît le métal, qui est 4 fois plus léger que l'acier, mais suffisamment solide pour soutenir les ailes des avions Airbus et protéger les coques des navires contre la corrosion. Comment la Chine a transformé cet élément fragile en arme stratégique de l'industrie? Et que cachent vraiment ces usines enfumées qui fournissent du magnésium au monde? Restez jusqu'à la fin, la réponse va vous surprendre. Tout commence dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine, une région qui est le cœur de l'industrie du magnésium du pays. Ici se trouvent de nombreuses usines équipées de grands fours d'électrolyse qui fument sans interruption, d'une fumée grise épaisse, étincelant d'éclats métalliques. Ces usines peuvent être considérées comme des monstres industriels modernes. Par les fenêtres et les portes émanent du métal brûlant. Le grondement des machines et le bruissement transforment le rythme urbain habituel en véritable fête de production. La magnézite est un carbonate de magnésium, largement répandu dans diverses régions du monde,
mais les plus grands gisements industriels se concentrent en Chine, en particulier dans la province du Shaanxi, qui produit plus de 60% de tout le magnésium chinois. Le processus technologique de production du magnésium commence par l'extraction de la magnésite, un sel naturel contenant le principal composant industriel, l'oxyde de magnésium. Après extraction, le minerai est broyé et refondu pour obtenir de la magnésite pure. À cette étape, il est important d'obtenir une magnésite avec un niveau de pureté d'au moins 85 ou 90%, ce qui est un indicateur acceptable pour le traitement électrolytique ultérieur. L'augmentation de la teneur en magnésium dans la matière première améliore la qualité du produit final et la productivité de toute la production. Ensuite vient l'étape la plus importante, l'électrolyse. Ce processus consiste à décomposer l'oxyde de magnésium en magnésium métallique et en oxygène sous l'influence du courant électrique. C'est précisément ici, dans des cuves électrolytiques spéciales, que toute la puissance de l'électrotechnologie entre en jeu. À l'échelle industrielle, on applique l'électrolyse dans des cuves spéciales, où le magnésium est dissous dans du chlorure de potassium et de magnésium, fondu à une température d'environ 800 degrés Celsius. Dans la cuve électrolytique, le courant électrique passe entre l'anode et la cathode, provoquant la réduction et la libération du magnésium métallique à la cathode. Simultanément, l'oxygène se forme à l'anode. Le processus nécessite des volumes colossaux d'énergie électrique, 12 000 kWh par tonne de magnésium. C'est précisément à cause de cette intensité énergétique que la production de magnésium est coûteuse et nécessite un accès proche à des sources d'électricité bon marché. Le résultat de l'électrolyse, ce sont des gouttes chaudes de magnésium pur, qui sont rapidement coulées dans des lingots métalliques. Ils ont une couleur argentée brillante, et leur légèreté et leur solidité fascinent de nombreux ingénieurs et concepteurs. Le magnésium métallique, produit après extraction, est immédiatement coulé en lingots d'une masse de 5 à 25 kg, ce qui facilite son transport et son utilisation ultérieure. Ces lingots arrivent dans les usines d'alliage aéronautique, d'électronique et de construction automobile. La production de magnésium est un cycle continu qui nécessite de grandes ressources énergétiques. Cependant, la Chine est équipée de centrales électriques modernes qui fournissent le volume nécessaire d'électricité sans interruption. Grâce aux propriétés uniques du magnésium, sa légèreté par rapport à l'acier et sa solidité, ce métal devient indispensable dans de nombreux domaines. L'un des plus innovants est l'industrie aéronautique. Des alliages solides et légers à base de magnésium sont utilisés pour fabriquer les ailes et autres structures supportant de lourdes charges des avions Airbus. Ces matériaux permettent de réduire le poids de l'avion, ce qui impacte directement la réduction de la consommation de carburant et l'amélioration de la sécurité environnementale des vols. Selon les statistiques, la Chine extrait plus de 10 millions de tonnes de magnésite par an, dont environ 25% vont à la production propre de magnésium. Le reste, la majeure partie est utilisée dans d'autres secteurs industriels, notamment la production de réfractaires et de ciment. Les usines chinoises de magnésium sont de véritables géants industriels qui non seulement produisent du métal, mais donnent aussi le ton à tout le marché mondial. Les autorités chinoises soutiennent activement le développement de ce secteur, investissant dans l'innovation, la modernisation écologique et l'expansion de la production. Grâce à cela, le magnésium non seulement maintient ses positions, mais atteint aussi un nouveau niveau, aidant le pays à influencer les tendances mondiales dans l'aviation, l'électronique et d'autres domaines clés.
En regardant l'ampleur de la production de magnésium en Chine et en imaginant les usines du Shaanxi avec leurs fours fumants, il est difficile de ne pas admirer la puissance de l'industrie moderne. Des fours de 8 mètres sont constamment chauffés à haute température pour que l'électrolyse se poursuive sans arrêt, et des rangées interminables de lingots de magnésium sont transportés plus loin, vers les usines aéronautiques, les fabriques d'électronique et la production d'ordinateurs portables. Le magnésium est l'un des métaux les plus répandus dans la croûte terrestre. Il occupe la 8e place en abondance parmi tous les éléments. Bien qu'il ne soit pas aussi dur que le fer ou l'aluminium, sa légèreté et ses propriétés uniques ont inspiré les ingénieurs à utiliser ce métal dans divers domaines, de la construction automobile aux technologies spatiales. Il est intéressant de noter que le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, ce qui permet de créer des structures légères mais solides. C'est extrêmement important pour l'aviation, où chaque gramme de poids compte. Les alliages à base de magnésium sont souvent utilisés dans la production d'avions Airbus, Boeing et même d'engins spatiaux de la NASA. Avec l'utilisation du magnésium, les avions deviennent plus économiques et leur empreinte carbone diminue, ce qui correspond à la tendance du développement durable. Dans un ordinateur portable moderne, le magnésium joue également un rôle important. Les alliages métalliques assurent la solidité du boîtier avec un poids minimal, rendant les appareils plus légers et plus pratiques pour les utilisateurs. Un autre fait intéressant est que le magnésium est souvent utilisé sous forme d'anode sacrificielle pour protéger les structures en acier contre la corrosion. Grâce à sa nature électrochimique très active, le magnésium se corrode progressivement, protégeant la structure métallique de la rouille. C'est important pour les ponts, les pipelines et les navires qui subissent l'action destructrice de l'eau de mer. Actuellement, le magnésium est activement étudié en combinaison avec d'autres métaux légers, aluminium, titane, zirconium. Les alliages légers avec du magnésium peuvent résister à des températures élevées, ont une bonne résistance à la corrosion et une excellente résistance mécanique. En conséquence, ces matériaux sont utilisés dans des domaines de pointe, des voitures électriques et équipements sportifs, à la construction de drones ultra légers et à la robotique. Chaque année, plus de 13 millions de tonnes de caoutchouc naturel sont produites dans le monde. Un matériau sans lequel aucun pneu, aucun gant, ni aucun joint d'aviation ne pourrait exister. Mais peu de gens se demandent d'où vient cette substance élastique. Quelque part sous les tropiques, au milieu des forêts humides de Thaïlande et de Malaisie, des milliers d'ouvriers, avant même l'aube, insistent l'écorce des arbres pour récolter un liquide blanc, le latex, qui sera ensuite transformé en caoutchouc. Comment ? À partir d'une simple sève d'EVA, naît le matériau qui fait rouler nos voitures, voler nos avions et même fonctionner nos programmes spatiaux. Et quel secret cachent ces plantations, où jour après jour naît l'une des ressources les plus importantes de l'humanité. Regardez jusqu'à la fin, vous verrez ce que l'on ne montre pas aux touristes. Les plantations de caoutchouc sont de grandes exploitations agricoles où l'on cultive des EVAs, qui sont la principale source de caoutchouc naturel. Ces plantations sont généralement situées dans les régions tropicales, car l'EVA a besoin d'un climat chaud, de beaucoup de pluie et d'humidité pour une croissance optimale. L'histoire des plantations de caoutchouc remonte au 19e siècle, lorsque l'anglais Henry Wickham a sorti clandestinement des graines d'EVA du Brésil pour les amener aux jardins botaniques royaux de Kew, en Grande-Bretagne. De là, de jeunes plants ont été envoyés dans les colonies britanniques d'Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et au Sri Lanka, où la culture à grande échelle a commencé. Aujourd'hui, les plus grands producteurs de caoutchouc naturel
sont la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Le processus de récolte du caoutchouc des arbres s'appelle la saignée. Les ouvriers font de fines incisions en biais sur l'écorce de l'arbre, généralement tôt le matin, lorsque la sève, le latex, coule le plus activement. Le latex est un liquide laiteux qui s'écoule des incisions et est recueilli dans de petites tasses fixées au tronc de l'arbre. Il est important de faire les incisions avec précaution pour ne pas endommager le cambium, la couche responsable de la croissance de l'arbre, et ne pas nuire à la production future de latex. Un seul arbre peut produire du latex pendant de nombreuses années, parfois jusqu'à 25 ou 30 ans. Le latex récolté est transporté des plantations vers les usines de traitement de différentes manières, selon la taille de la plantation, la distance jusqu'à l'usine et l'infrastructure disponible. Dans certaines régions où les rivières sont la principale voie de transport, le latex peut être transporté dans de grands conteneurs sur des barges ou des bateaux. L'objectif principal du transport est de livrer le latex à l'usine de traitement le plus rapidement possible et dans son état initial pour garantir la qualité du produit final. Dans les usines de traitement, le latex récolté dans les plantations de caoutchouc subit un processus complexe mais bien rodé, dont le but est de séparer le caoutchouc pur de l'eau et des autres impuretés. Ce processus commence dès l'arrivée du latex à l'usine et comporte plusieurs étapes clés qui garantissent l'obtention d'un caoutchouc brut de haute qualité. D'abord, à son arrivée à l'usine, le latex liquide, qui arrive généralement dans de grandes citernes, est filtré. Cette première étape de filtration permet d'éliminer toutes les grosses impuretés mécaniques, comme les morceaux d'écorce, les feuilles ou d'autres matières végétales qui auraient pu s'y introduire lors de la récolte ou du transport. Pour cela, on utilise des tamis ou des grilles de différentes tailles de mailles. Après filtration, le latex est pompé dans de grandes cuves pour être dilué. En général, le latex récolté sur les arbres a une concentration en matière sèche d'environ 35%. Pour le traitement ultérieur, on le dilue avec de l'eau pure jusqu'à une concentration plus faible et plus maniable, souvent de 20%. Cette dilution facilite le processus de coagulation ultérieure et assure l'homogénéité du produit obtenu. L'étape clé dans le traitement du latex est la coagulation, c'est-à-dire le processus de solidification. Le latex naturel est une émulsion stable, où de minuscules particules de caoutchouc sont dispersées dans un milieu aqueux. Pour séparer le caoutchouc, il faut rompre cette stabilité. Pour cela, on ajoute un acide au latex dilué, généralement de l'acide formique ou acétique. L'acide abaisse le pH du latex, détruisant les facteurs de stabilisation
et forçant les particules de caoutchouc à s'agglomérer et à précipiter. Le latex est laissé dans des réservoirs spéciaux ou de grandes cuves où une coagulation progressive a lieu. Selon le type de latex et le produit final désiré, le processus de coagulation peut durer de quelques heures à une journée. Pendant ce processus, le caoutchouc se sépare de la partie aqueuse, formant une masse gélatineuse. Une fois la coagulation terminée, la masse de caoutchouc obtenue, qui a l'aspect d'une feuille molle et gélatineuse, est délicatement retirée des cuves. Ce caoutchouc brut passe ensuite à travers une série de rouleaux. D'abord, il passe entre des rouleaux crantés, qui aident à éliminer la majeure partie de l'eau résiduelle, tout en créant une texture caractéristique à la surface de la feuille de caoutchouc. Cela contribue également à augmenter la surface pour un séchage ultérieur plus efficace. L'étape suivante est le lavage. Les feuilles de caoutchouc sont soigneusement lavées à l'eau pure pour éliminer les résidus d'acide et toute autre impureté soluble dans l'eau. La qualité du lavage est extrêmement importante car les résidus d'acide peuvent affecter négativement les propriétés du caoutchouc final et son vieillissement. Après le lavage, les feuilles de caoutchouc sont prêtes pour le séchage. C'est l'une des étapes les plus importantes, car la qualité et la stabilité du produit dépendent de l'efficacité du séchage. Le séchage peut se faire de différentes manières. Traditionnellement, les feuilles sont suspendues dans des séchoirs spéciaux où elles sont exposées à de la fumée chaude. La fumée ne sèche pas seulement le caoutchouc, elle lui donne aussi sa couleur brun doré caractéristique et des propriétés fongicides, ce qui aide à prévenir le développement de moisissures. Le processus de séchage et de fumage peut durer de quelques jours à une semaine. Pour d'autres types de caoutchouc brut, on utilise des séchoirs mécaniques, où le caoutchouc est broyé en petits granulés ou en miettes, puis séché à l'air chaud dans des séchoirs tunnels. Cela accélère considérablement le processus de séchage, permettant d'obtenir un produit fini en quelques heures. Après le séchage, les feuilles ou les granulés de caoutchouc finissent sont triés, classés par qualité selon les normes internationales, puis pressés en grands blocs ou balles. Ces blocs sont emballés, généralement dans un film polyéthylène, et marqués avant d'être expédiés aux consommateurs du monde entier. Chaque bloc a son poids, généralement 33 kg ou 111 kg, ce qui simplifie la logistique et le commerce.